Alors bonjour à tous, bienvenue professeur Tussaud, bienvenue au Québec, bienvenue à l'Université de Sherbrooke. Donc aujourd'hui, nous recevons le professeur Tussaud et le professeur Saint-Hilaire qui vont nous proposer un débat sur les positivismes juridiques au 20e siècle. Quelques mots sur le profil du professeur Tussaud. Donc, Guillaume Tussaud est professeur de droit public à Sciences Po depuis 2010. Il possède une double spécialité de constitutionnaliste, notamment dans le domaine du contentieux constitutionnel comparé, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un ouvrage imposant et remarquable tout récemment. Et donc, double spécialité de constitutionnaliste et de théoricien du droit, notamment dans le domaine de la théorie analytique du droit et de la pensée de Jérémy Bentham, qui est particulièrement intéressant pour nous. De l'objet, c'est une petite parenthèse dans la longue histoire du droit. Et je ne crois pas que s'il existe une méthode féconde d'interprétation juridique et d'interprétation constitutionnelle qui soit le moins possible idéologique et politique, je ne crois pas que le positivisme puisse servir de fondement ou offrir des axiomes à cette méthode. Je ne pense pas que le positivisme juridique donc, ait le monopole de la revendication de valeurs d'un droit constitutionnel et d'une justice constitutionnelle apolitique. Donc l'échec n'est peut-être pas, ou la dérive n'est peut-être pas celle du positivisme juridique, à mon avis. Donc j'aurais envie de t'inviter à peut-être préciser cette conception idéologique ou politique du positivisme juridique, préciser une conception qui serait plus neuve, en fait. Donc, je peux comprendre que ça peut être plus proche de celle que le fond de Bentham, je peux peut-être mal lu. Et je te demanderais aussi, si tu le veux bien, préciser les implications à plus long terme, des leçons que tu crois devoir tirer de la contribution des cours constitutionnels à la démocratie libérale. Donc, est-ce que il faut réduire le champ, la portée du contrôle juridictionnel des constitutionnalités? Est-ce qu'il faut peut-être un peu appliquer des freins sur la justice constitutionnelle? Est-ce qu'il faut plutôt renouer avec une conception moins politique du positivisme juridique? Ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt envisager d'autres méthodes d'interprétation? Et j'ai envie de te demander ce que tu penses d'une méthode d'interprétation constitutionnelle qui se voudrait proprement juridique, spécialement juridique, mais qui ne conçoit pas le droit comme un objet de connaissance, c'est-à-dire qui participe d'une conception du droit selon laquelle le droit est une pratique. Il n'y a pas de distinction entre, selon une telle conception, il n'y a pas de distinction nette entre le droit comme discipline et l'objet droit qu'il s'agirait de connaître, c'est-à-dire que les juristes travaillent, interprètent, solutionnent des litiges, des cas, sans se représenter le droit comme un objet, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, l'idée selon laquelle la loi constitutionnelle pourrait être un objet de connaissance, à un point tel que la seule interprétation constitutionnelle non politique possible serait celle qui consisterait à connaître un objet. Je pense que peu de gens y croient. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber, on réduit, on prend acte, on célèbre, ou on oppose une autre méthode.
Est-ce qu'il me reste du temps pour quelques petites remarques? 11 minutes, 12 secondes. Tu as beaucoup, dans les exemples que tu as donnés, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir comment la légalité constitutionnelle a été mise au profit par les juges constitutionnels suprêmes, mais au profit, au service de la démocratie libérale. Mais je t'ai moins entendu parler de cette nouvelle tendance qui ne t'échappe pas, j'en suis sûr, qui voit aussi les cours constitutionnels et suprêmes mondiales recourir de plus en plus, au contraire, à des idées très peu légalistes, j'ai envie de dire, qui est notamment celle de pouvoir constituant. Donc, une idée plutôt, je sais, schmittienne, extra, para, ou voire anti-juridique. Est-ce que il n'y a pas ici justement un paradoxe qui mériterait d'être intégré peut-être dans la prise en compte de l'élucidation mériterait d'être intégrée à ton analyse? Donc, non seulement la contribution des juges à une démocratie libérale peut parfois mobiliser l'idée, l'idée de la légalité constitutionnelle, mais parfois les juges eux-mêmes vont ébranler ou miner la légalité constitutionnelle en mobilisant une conception plus empirique de la source de la légitimité constitutionnelle, notamment le pouvoir constitutionnel. Donc maintenant on voit de plus en plus de juges parler au nom du pouvoir constituant du peuple, ce qui est quand même très peu légaliste à mon avis. Ensuite, je me demande ce que tu penses de la distinction qu'on a voulu faire aussi entre l'égalité constitutionnelle et l'égalisme constitutionnel. C'est-à-dire, est-ce que le positivisme juridique doit conduire au légalisme? Est-ce qu'il ne peut pas être source de l'égalité constitutionnelle sans légalisme, sans décès? Ou si, au contraire, la seule manière d'éviter le légalisme constitutionnel n'est pas de recourir à une autre conception du droit, plus particulièrement du droit constitutionnel. Enfin, j'ai envie de te demander ton avis sur peut-être une hypothèse alternative, j'ai envie de dire. On se souvient combien Kelsen n'aimait pas l'idée de contrôle matériel de constitutionnalité qui serait fondée sur les droits de l'homme. Pour lui, la justice constitutionnelle devait consister en un contrôle formel, procédural, qui consiste à vérifier la compétence, le respect de la procédure, mais l'idée de contrôler la constitutionnalité des lois en vertu d'un catalogue de droits n'était pas quelque chose qu'il admettait, mais qu'il récusait. Si on fait la liaison avec le débat sur la question de savoir si la légitimité de la revendication de valeur de l'état de droit n'était pas limitée à une conception plus, justement, procédurale de l'état de droit, et éviter de faire en sorte que l'état de droit devienne l'état de droit matériel, s'étendre à l'idée d'un catalogue de droits fondamentaux qu'un état de droit moderne devrait protéger pour pouvoir revendiquer cette valeur. Donc, est-ce que la dérive ici, c'est pas d'avoir vu le droit, j'ai envie de dire, trop embrassé pour mal étreindre? Donc, est-ce que le passage d'une conception plus modeste, plus procédurale de l'état de droit à une conception matérielle, l'idée qui, elle, est peut-être plus kelsenienne, mais de vouloir aussi faire dériver le droit interne du droit international, j'ai envie de dire prendre le droit international au premier degré.
le fait de recentrer le contrôle de constitutionnalité sur le contrôle des droits de la personne. Puis ici, au Canada, on commence à avoir le débat. Avant, il y avait une orthodoxie sur la question de la suspension des droits, l'article 33. Je sais que tu connais bien le proportionnel canadien. L'idée qu'on soit possible de suspendre, que les législateurs puissent suspendre certains droits pendant 5 ans. Avant, il y avait un tabou là-dessus. Au Canada anglais, on ne touche pas à ça. Maintenant, de plus en plus, on relève, on s'inquiète d'un peut-être dérapage de la jurisprudence de la Cour suprême du Canada en matière de droits de la personne, c'est-à-dire d'aller beaucoup trop loin, pour finalement en demander trop aux droits, mais aussi déboucher sur un mode d'interprétation, puis un mode de jugement et des recours aussi, parce que tu t'intéresses au contentieux, des recours de plus en plus déclaratoires, une mobilisation de plus en plus grande de la compétence consultative, en fait des recours sans, des saisies du tribunal sans véritable recours. Est-ce que tout ça ne s'est pas traduit, c'est-à-dire en demandant autant aux droits, est-ce que ça ne s'est pas traduit par une déjuridicisation de la méthode du droit constitutionnel? Et je me demande si la dérive, elle n'est pas plutôt là, ou sinon, j'aimerais peut-être un peu élucider le rapport qu'il pourrait y avoir entre ces excès, auxquels je crois que nombreux sont à répondre, et le positivisme juridique, parce que, suivant ta lecture, la dérive que moi j'ai tendance à voir serait imputable à une conception idéologique du positivisme. Donc, je suis peut-être un peu harcelé, ça fait quand même beaucoup de questions, mais c'est que j'essaie de voir comment rattacher ça à mon rejet de l'idée du droit comme objet, comme seule solution possible si on veut étendre l'interprétation juridique au contrôle de constitutionnalité des lois, tout en évitant des dérives et puis la politisation de la justice constitutionnelle. Bon, alors, c'est extrêmement riche. Alors, pour être synthétique, je pense que on est d'accord sur le plan terminologique, mais il y a une divergence de fond. En fait, moi, ma critique du positivisme, enfin, je reprends là une distinction, une tripartition que fait Bobbio entre 3 sens de positivisme. Il y a le positivisme comme théorie de ce que le droit est. En gros, c'est la théorie du commandement. Le positivisme, c'est la loi adoptée par l'État, donc ça vient de Hobbes, Austin. On peut à la limite y rattacher Kelsen, c'est le volontarisme juridique. En gros, le droit est un produit de la volonté, du constructivisme humain, n'est pas donné. Il y a une deuxième vision qui est le droit comme le positivisme comme épistémologie. Donc là, ça va être l'idée de bâtir une science du droit qui se distingue de son objet. Donc là, alors, je ne sais pas si je suis d'accord ou pas d'accord avec toi, mais je pense que c'est l'une des distinctions fondamentales du positivisme comme science, c'est vraiment distinguer la science de son objet. Et c'est-à-dire que la science décrit son objet sans chercher à l'influencer, sans chercher à le critiquer, sans chercher à le modifier. Et puis il y a aussi le positivisme, c'est le dernier sens, comme idéologie, où un positiviste va dire parce que c'est du droit, c'est bien. Parce que c'est du droit, il faut, d'un point de vue cette fois moral, politique, éthique, il faut lui obéir, il faut le suivre. Et moi, les positivisme dont je me réclame, c'est le positivisme épistémologique, c'est-à-dire l'ambition de décrire un objet de manière aussi neutre que possible. Alors, ça, j'y ai cru de manière très ferme pendant longtemps. J'en suis légèrement revenu depuis mes lectures du pragmatisme américain. Il paraît que, de manière de plus en plus évidente, le choix qu'on fait d'essayer de décrire est un choix qui lui-même est fondé sur des valeurs. Mais ces valeurs relèvent d'un autre niveau, d'un niveau méta. Donc on peut tenter de faire autant d'efforts que possible et pour décrire le plus objectivement possible, le cas échéant en clarifiant
quelle mesure c'est pas objectif, et c'est à ça que sert notamment le droit comparé, c'est ce que j'essaie de montrer dans l'autre livre. Donc à partir de là, je pense qu'il y a vraiment un danger dans le positivisme comme idéologie, et à considérer que parce que c'est constitutionnel, parce que c'est juridique, c'est nécessairement bien sur le plan politique et moral, et un effort supplémentaire à faire dans le sens du positivisme comme méthodologie qui essaye de décrire son objet en restant vraiment distinct de son objet. Donc, j'espère que j'ai précisé ma conception du positivisme. Dans ta critique du positivisme comme mouvement qui comprend le droit comme un objet déjà donné, je pense que ça ne peut pas viser la science positiviste, ça ne peut pas viser l'épistémologie positiviste, parce que, enfin, ça peut la viser, mais ce serait une critique externe, pas interne. Son propos, c'est précisément de considérer que le droit est donné, est posé, et qu'elle le prend tel qu'il est, et qu'elle le décrit. Ensuite, naturellement, les acteurs, c'est pas leur position. Un acteur ne cherche pas quel est le droit, un acteur le crée, le droit. Donc, de ce point de vue-là, on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas un objet donné et que les acteurs le créent bien. Mais ça distingue deux catégories de juristes, en gros ceux qui décrivent, les scientifiques, la doctrine, et puis ceux qui en fait sont les producteurs du droit. Donc une autorité ne décrit pas le droit, même si parfois la structure des argumentations fait qu'elle essaye de dire que le droit était déjà là et qu'elle n'a fait que le dégager, une autorité ne le crée bien et ne le décrit pas. À partir de là, et c'est aussi quelque chose que m'inspirent tes travaux, moi je suis prêt à acheter le volontarisme le plus brutal en matière de création du droit. Le droit, c'est le produit de la volonté, c'est pas le produit de la connaissance. Donc de ce point de vue-là, je pense que Hobbes, c'est pas qu'il a raison, c'est que c'est la stipulation, la définition qui me convient le mieux pour mes recherches. Mais néanmoins, ça va de pair avec des choses que tu décris très bien, avec la création d'une idéologie particulière ou d'une raison artificielle peut-être, d'un cadre mental, enfin d'une idéologie au sens de Karl Mannheim. Donc c'est pas une idéologie genre un programme politique, c'est une idéologie au sens d'une manière de voir le monde. Donc une fois qu'on est juriste, qu'on emploie le cadre du droit, on ne voit pas le monde de la même manière que le voit je sais pas, un biologiste, un spécialiste d'éthique, un sociologue ou quelqu'un d'autre. Et donc là, il y a bien une histoire de raison artificielle qui est créée, qui ne découle pas de la nature des choses, qui est bien un produit du développement, de sédimentation doctrinale, de décision de justice, de raisonnement de juristes savants, etc. Mais une fois qu'on est à l'intérieur de ce cadre conceptuel, il y a une nécessité. C'est qu'une fois qu'on est pris dedans, on n'est plus libre de penser comme on veut certaines choses. Et c'est là qu'on va peut-être être pris par tout ce que tu décris, l'état de droit formel, et puis à mesure qu'on approfondit la chose, on va être de plus en plus engagé dans certains types de raisonnements qui vont de proche en proche conduire à valoriser l'expertise et donc la prise de décision de certains organes, et notamment dans ce que tu disais, les juges au détriment des parlements ou des organes représentatifs. Et peut-être que c'est pas par inadvertance, peut-être qu'à nouveau c'est pas le fruit du hasard, c'est l'approfondissement de la raison artificielle des juristes qui conduit à ce que, c'est très clair chez Cook, hein, tu dis dans le texte, il y a une revendication corporatiste. Donc c'est une revendication de la part de la classe des juristes d'imposer sa vision du monde, sa vision des choses. Et aujourd'hui, on trouve ça dans la critique de la juridification. Et tu dis on en demande trop au droit, peut-être, surtout ce qui moi me semble assez discutable, mais là, je ne parle plus en tant que scientifique, mais en tant que citoyen, c'est le fait, dans cet approfondissement de la raison artificielle du droit et des juristes, de contraindre la revendication politique, morale, éthique à s'exprimer dans le langage du droit. Et alors là, je suis tout à fait d'accord avec Roy Droit. Quand il dit que, par exemple, les débats sur l'avortement, sur la peine de mort aux États-Unis
se réduisent à savoir si on va renverser un précédent, se réduisent à savoir si on interprète tel mot, tel adjectif dans le 8e amendement de telle ou telle façon, plutôt que d'affronter le débat de manière directe. La peine de mort, est-ce que moralement c'est défendable ou pas? Est-ce que politiquement c'est défendable ou pas? L'avortement, est-ce qu'on doit l'autoriser? Est-ce qu'on doit le limiter? Dans quelles conditions, etc. On va se livrer à des arguties juridiques. Et là, il y a une manière de corseter le débat public, de limiter l'engagement citoyen, par exemple, parce que c'est quand même un vocabulaire technique, c'est quand même une expertise qui n'est pas accessible au roi lui-même, d'après Cook. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il y a vraiment un risque. Quant aux autres, un risque, ça ne veut pas dire que cette manière de cadrer les problèmes publics ne doit pas exister, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas fructueuse, ça ne veut pas dire que contextuellement, ce n'est pas la plus productive, celle qui a réussi à libérer des populations entières, à les faire sortir de la misère, à faire avancer des valeurs importantes. Mais le fait qu'elle s'octroie ou qu'elle revendique un monopole sur la formulation de la revendication sociale, ça me semble assez périlleux. Est-ce qu'il faut réduire le pouvoir des juridictions constitutionnelles en conséquence de ça? J'ai pas de réponse absolue. La réponse méthodologique que je ferais, c'est qu'il faut surtout se garder de thèses un peu abstraites ou grandiloquentes. L'exemple le plus magnifique de ce point de vue-là, c'est Rawls dans le libéralisme politique, où il va dire que la Cour suprême, c'est l'incarnation de la raison publique, la seule institution par laquelle la raison publique s'exprime, etc., etc. Je trouve que là, c'est assez... c'est très facile de faire des proclamations aussi grandiloquentes que ça, qui ne sont pas fondées empiriquement. Et moi, je pense que l'un des intérêts de la recherche comparatiste, ça va être précisément de repérer des cas où, eh bien, au regard de mes valeurs personnelles, parce que je suis de gauche, parce que je suis de droite, parce que je suis conservateur, parce que je suis progressiste, peu importe, telle juridiction constitutionnelle, dans sa nuit jurisprudentielle de telle année à telle année, a bien agi selon moi, selon mes préférences. Mais dire que les juridictions constitutionnelles sont bonnes, sont mauvaises, en font trop, nuisent à la démocratie, au contraire promeuvent la démocratie, sans appui empirique très précis, très contextuel, ça ne paraît pas sérieux sur le plan méthodologique, et surtout, et ensuite sur le plan de l'engagement citoyen, ça ne paraît pas précis, ça ne paraît pas suffisant pour nourrir une analyse, pour nourrir un débat, pour nourrir la contradiction sur ce qu'on veut faire et comment on veut le faire. Donc au Canada, la critique de la jurisprudence des droits fondamentaux, il y a quand même un livre de Mark il y a une quinzaine d'années sur le Most Dangerous Branch qui était assez offensif contre la jurisprudence des droits fondamentaux. C'était trop offensif. Enfin, je ne sais pas comment il était perçu ici, en tout cas, moi, j'ai trouvé que dans la littérature. Spectaculaire. Ok, dans la littérature, c'était un peu détonnant. Donc, c'est pas une critique qui est complètement neutre. Je pense à des gens comme Dwight Newman, des gens très très modérés, qui trouvent que sur certains, genre l'article 7 par exemple, ça les rappelle complètement. Ok. J'ai pas compris la critique, la distinction légalité constitutionnelle, légalisme constitutionnel. Est-ce que tu peux la préciser pour que je réponde? Peut-être, Maxime, tu pourras répondre, puis ensuite on pourra ouvrir le débat. Merci. Déjà, je trouve que je pense à Edward Cliff là. En fait, c'est un dangereux volontariste. On va laisser la place. Alors, justement, je voulais peut-être revenir sur cette idée d'égalité, légalisme. C'était dans l'analyse. Non. En somme, lorsque dans ton texte, tu te dis voir dans certains aspects récents de la démocratie illibérale, y compris la contribution des cours constitutionnels à cette démocratie, quand
tu dis y voir une réaction à une conception idéologique du positivisme, en fait, c'est le positivisme, comme tu l'as dit plus tôt, au sens idéologique, c'est-à-dire comme revendiqué. En fait, c'est l'idée de l'égalité, c'est-à-dire le positivisme comme idée politique dans laquelle la légalité a de la valeur. Ah, moi, j'ai envie de dire tout de suite, la légalité se décline quand même pas mal plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'autres modes de défense de l'idée de l'égalité que la mobilisation du positivisme juridique. Donc, je trouve que ça simplifie le débat, en fait, même ça l'obscurcit. Je pense que il existe des conceptions positivistes de défense de l'égalité. Shapiro a un super livre là-dessus, mais il y a évidemment toutes sortes d'autres manières de revendiquer la valeur de la légalité, et justement y compris la légalité constitutionnelle, peut-être en faisant les adaptations nécessaires d'ailleurs, parce que ça aussi c'est tout le débat, dans quelle mesure la valeur de la légalité, conformité à la loi, peut être étendue par exemple au contrôle de la légalité constitutionnelle. Et bref, je pense que le positivisme, un peu comme je l'ai dit plus tôt, j'ai comme l'impression que le positivisme juridique est loin d'avoir le monopole de la revendication de valeur de l'idée de l'égalité. Je pense que le débat est plus complexe. Ensuite, sur la distinction justement entre l'égalité et l'égalisme, c'est-à-dire, bon, la légalité, c'est bon, l'idée que la gouverne par les lois, y compris les lois constitutionnelles, et l'institution de mécanismes juridictionnels justement de contrôle de la légalité a une valeur politique, et puis normalement, il faut aussi que ce dispositif-là ait sa propre fonction, ses limites, on ne peut pas tout faire, mais cette idée-là est distincte du légalisme au sens d'un fétichisme de la loi. C'est-à-dire que on peut tout à fait défendre la légalité tout en, par exemple, admettant des cas exceptionnels de désobéissance à la loi, ou on peut justement avoir une idée complexe de la légalité qui reconnaît plusieurs strates, plusieurs niveaux. La désobéissance à la loi ordinaire, au règlement, est peut-être l'obéissance à la loi constitutionnelle. Donc, il y a une différence entre l'idée de l'égalité et y compris celle de l'égalité constitutionnelle, donc l'égalité sans apostrophe, l'égalité constitutionnelle, et l'obsession, la fétichisation de la loi. C'est un peu la nuance, entre autres, que fait Waldron. Et ça me permet de revenir sur la précision que tu as apportée sur le sens du droit, ce que font les scientifiques du droit, suivant une conception keynesienne du positivisme, et ce que font les acteurs. C'est-à-dire les acteurs, eux, créent le droit. Mais, le juge connaît un peu aussi la norme en tant qu'acteur, mais pour Keynesian, ça c'est clair, dès lors que la loi cesse de pouvoir être connue au point de fournir la solution, ben l'arbitre agit tel un législateur. Ça laisse un énorme vide, en fait. Puis je suis de ceux qui croient que non seulement sur le plan normatif, ce n'est pas comme ça que les juges doivent faire leur travail, mais je pense aussi que dans les faits, ça fonctionne pas comme ça. Je pense que la plupart des juges essaient, tout en reconnaissant l'ambiguïté du texte, le fait que le texte à lui seul ne peut pas suffire à résoudre. Je pense que les dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés peuvent pas elles-mêmes fournir la solution à